panorama des BO par Benoît Basirico. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. Après un premier épisode consacré au bois, nous explorons un nouvel épisode de notre série sur les instruments au cinéma avec la puissance et la diversité des cuivres dans la musique de film. Place au cuivre donc avec trompette, cor, trombone, tuba, des instruments capables de noblesse, de mélancolie, de tension ou de pur héroïsme. On commence tout de suite avec un incontournable, avec Ascenseur pour l'échafaud et la trompette de Miles Davis. Grand passionné de jazz, le réalisateur Louis Malle lui demande d'improviser avec son quintet l'accompagnement musical de son film policier. Pour mettre en son l'atmosphère poisseuse d'une intrigue criminelle, Louis Malle, alors jeune cinéaste à l'aube d'une carrière éclectique, ne voulait pas d'une simple illustration musicale. Il cherchait un contrepoint essentiel à l'image. Le hasard fait bien les choses. En 1957, la légende du jazz Miles Davis est à Paris. Malle lui propose le projet. Davis, qui n'a jamais composé pour le cinéma, est séduit par le film et accepte le défi. L'enregistrement qui s'ensuit est entré dans la légende. En une seule nuit, Miles Davis et son quintet improvisent la totalité de la bande-son en direct, en regardant des boucles de scène projetées en studio. Jeanne Moreau elle-même assiste à la session. Cette méthode d'enregistrement transforme radicalement le rôle de la musique. Elle n'est plus un commentaire passif, mais une réaction viscérale, un personnage actif qui dialogue avec l'image. La trompette de Miles Davis, souvent assourdie par une sourdine, n'accompagne pas seulement l'errance de Florence, elle est son monologue intérieur. Elle exprime ce que le personnage ne peut verbaliser, son anxiété, sa solitude, son désespoir amoureux dans les rues sombres de Paris.
C'était pour une poignée de dollars avec Ennio Morricone que l'on a reconnu. On reste dans le domaine du thème emblématique à la trompette, mais on change radicalement de décor et d'époque. Si la trompette de Miles Davis incarnait l'errance nocturne et intérieure de Jeanne Moreau, celle composée par Morricone pour le western de Sergio Leone est un véritable cri de solitude au milieu de paysages arides. Le film met en scène un étranger taciturne, l'homme sans nom, incarné par Clint Eastwood, qui arrive dans une ville frontalière mexicaine déchirée par la guerre entre deux clans. Avec un cynisme absolu, il manipule les deux familles pour son propre profit, déclenchant une spirale de violence. Avec ce film, le réalisateur Sergio Leone invente le western spaghetti. Pour cette première collaboration, la musique a failli ne pas exister. Leone voulait initialement utiliser El Deguelo, un appel de clairon mexicain déjà entendu dans Rio Bravo et arrangé par Dimitri Tomkin. Ennio Morricone, alors au début de sa carrière de compositeur de films et crédité sous le pseudonyme de Don Savio, a failli se rétracter, mais le cinéaste accepte de renoncer à ce titre pour lui laisser la main. Aux côtés de la guitare électrique, sifflet, cloche, fouet, il y a cette trompette déchirante qui figurait déjà dans la musique de référence. La trompette solo devient ici le cri existentiel de l'anti-héros, un son qui exprime à la fois le défi et la solitude dans l'immensité du désert. En intégrant des échos du déghello militaire dans un arrangement moderne, Morricone ne rejette pas la tradition du western mais la subvertit. Sa trompette porte la mémoire de la cavalerie, mais elle crie avec la voix désenchantée de la modernité. On continue avec une autre trompette légendaire, celle d'une saga familiale et criminelle inoubliable. Pour Le Parrain, le jeune Francis Ford Coppola, figure du nouvel Hollywood, signe son premier film d'ampleur et choisit Nino Rota pour élaborer une partition italienne authentique convenant à l'image d'Épinal de la mafia. Le film est une chronique de la famille Corleone, suivant la transformation de Michael, le plus jeune fils d'un héros de guerre réticent à un chef de clan impitoyable. Connu pour sa collaboration avec Fellini, Rota propose une musique à la fois lyrique, romanesque et sicilienne. Au cœur de la partition, une trompette solo définit un motif récurrent, désespéré et inquiétant, qui ouvre le film pour donner d'emblée le ton. Cette mélodie, d'une nudité rappelant la strada, se déploie ensuite dans le célèbre Godfather Valse. La valse, danse de l'ordre ancien européen, est ici pervertie en une danse macabre du pouvoir et de la corruption.
Et voilà le Love Theme de Sean Hayton par Jerry Goldsmith. Après la Sicile tragique des Corleone, nous voilà plongés dans le Los Angeles des années 30. La trompette solo de Goldsmith, interprétée par Juan Razey, est l'âme de ce film. Elle est à la fois sensuelle, mélancolique et pleine de mystère. Elle accompagne le détective Jake Gaters, joué par Jack Nicholson, dans son enquête trouble et dessine la relation passionnelle et complexe qu'il noue avec la femme fatale Evelyn Mulwray, incarné par Faye Dunaway. L'histoire de cette partition est légendaire. Une première musique composée par Philippe Lambro fut rejetée par le producteur Robert Evans à seulement 10 jours de la sortie du film, car jugée trop dissonante et grinçante. Jerry Goldsmith, compositeur d'une polyvalence inouïe, fut appelé en urgence et dut composer, orchestrer et enregistrer toute la musique en un temps record. Dans cette contrainte, Goldsmith a eu une idée brillante, ancrer le film dans son époque avec un seul instrument, la trompette solo, traiter le reste de la partition de manière moderne et intemporelle, avec un ensemble atypique de cordes, 4 pianos et 4 harpes. Le thème langoureux à la trompette évoque une nostalgie empoisonnée, comme le souvenir d'une innocence corrompue. Elle est plus que la voix du détective désabusé, elle est la voix de Los Angeles elle-même, séduisante, en surface, mais cachant une corruption incurable et des rêves brisés. C'est le son du néo-noir. On reste aux États-Unis, mais on saute quelques décennies pour aborder un sujet bien plus grave. Nommé à l'Oscar de la meilleure musique pour ce film de guerre, né un 4 juillet, John Williams débute là sa collaboration avec Oliver Stone avant de le retrouver sur JFK et Nixon. Le film retrace l'épopée tragique de Ron Kovic, joué par Tom Cruise, un engagé volontaire au Vietnam, patriote et idéaliste, qui revient paralysé à vie et devient un militant anti-guerre virulent. Le réalisateur, lui-même vétéran du Vietnam, retrouve ce conflit après Platoon et Salvador, 2 musiques de Georges Delerue. Le choix de John Williams ici, le compositeur par excellence du rêve américain et de l'héroïsme triomphant de Star Wars à Indiana Jones, pour mettre en musique la faillite de ce même rêve est un coup de génie. Stone ne cherche pas une partition typique de Williams, il utilise son autorité musicale pour la retourner contre elle-même. Dans la partition, John Williams invite le trompettiste Tim Morrison en soliste. Cet instrument solennel convoque dès le prologue l'aspect militaire, mais sa tristesse contraste avec le patriotisme attendu. La mélodie, une élégie poignante, évoque l'appel du clairon, mais ce n'est pas un appel à la gloire, c'est le lamento d'un sacrifice tragique. En cohérence avec le regard désabusé d'Oliver Stone sur l'Amérique, le compositeur livre un thème sombre et tragique, évoquant le drame de la guerre à travers une humeur résignée.
Cyrano, par Jean-Claude Petit. Si la trompette de John Williams exprimait la douleur et la désillusion d'un vétéran, celle de Jean-Claude Petit pour le film de Jean-Paul Rapneau est flamboyante et héroïque. Dans cette adaptation de la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano est un poète au nez proéminent. La trompette est littéralement le nez musical de Cyrano. L'instrument, avec son pavillon proéminent et son son direct, devient une métaphore sonore de cet appendice qui rend Cyrano unique, reconnaissable, mais aussi terriblement seul. La trompette est à la fois sa force et ce qui l'isole. Cet instrument traduit à la fois la bravoure du personnage, son panache, mais aussi la solitude d'un homme qui ne peut avouer son amour. Le compositeur Jean-Claude Petit, connu pour son travail sur Jean de Florette, crée un thème majestueux porté par la trompette, teinté d'une écriture classique influencée par Verdi, entretenant ainsi des correspondances avec l'époque à laquelle se déroule l'histoire. Il a grandement contribué à l'immense succès de cette adaptation, avec une écriture classique digne des films de Cap et d'épée de l'âge d'or hollywoodien, qui a valu au compositeur le César de la meilleure musique. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Hein. On continue notre exploration des cuivres au cinéma et de la trompette avec un thème martial inoubliable pour Patton de Franklin Schaffner, biopic du controversé général américain de la Seconde Guerre mondiale. Jerry Goldsmith, encore lui, a créé un motif de trompette iconique. Le personnage, incarné par George C. Scott, est un homme complexe, guerrier, croyant, mystique, persuadé de s'être réincarné à travers les âges. Pour traduire cette complexité, Goldsmith a eu une idée, utiliser un effet électronique, qu'il avait déjà d'ailleurs pratiqué dans Alien ou La planète des singes, l'échoplex, pour traiter un triolet de trompette avec un écho qui s'estompe. Ce son n'est pas qu'un simple effet, il devient une forme de psychanalyse musicale. Nous n'entendons pas une musique sur la réincarnation, nous entendons les échos du passé qui résonnent dans l'esprit même de Patton.
C'était Rocky par Bill Conti, un hymne du dépassement de soi, la trompette au sein d'un orchestre, une sorte de fanfare. Le film raconte l'histoire de Rocky Balboa, Sylvester Stallone, un boxeur de seconde zone de Philadelphie qui obtient une chance inespérée de combattre pour le titre mondial. Cette trompette, c'est le cri de l'outsider, l'énergie pure de celui qui refuse d'abandonner. Contrairement aux fanfares grandioses de Superman, celle-ci est pour l'homme de la rue. Sa simplicité, son énergie brute et sa place en arrière-plan de l'orchestration lui attribuent une modestie qui dit que n'importe qui peut avoir son moment héroïque. Nous quittons la trompette pour nous intéresser aux autres membres de la famille des cuivres, à commencer par le cor, instrument au caractère noble et mélancolique. Pour son premier et unique film en tant que réalisateur, L'homme de Kentucky, l'acteur Burt Lancaster fait appel au grand Bernard Herrmann. C'est l'histoire d'un fermier veuf du Kentucky qui décide de partir avec son jeune fils pour s'isoler au Texas et échapper à la civilisation violente. Face à ce western du repli, Bernard Herrmann, 3 ans avant Vertigo, joue l'apaisement avec une partition mélancolique et fougueuse, très americana. L'emploi d'un corps de chasse dominant qui fait écho au corps que porte le personnage rappelle la condition de chasseur du père et son lien avec la nature. Herrmann décrit une vision positive de l'Amérique avec un thème optimiste, inhabituellement léger pour le compositeur, souvent associé avec Hitchcock aux tensions psychologiques. La musique soutient le caractère chaleureux du personnage et le corps attribue une portée mythologique à l'esprit idéaliste du pionnier, même si des notes plus graves suggèrent une facette plus malveillante de la civilisation. C'était le thème principal du film Les Vikings, composé par Mario Natchimbene, film de Richard Fleischer, 1958. Si le corps d'Herrmann évoquait la nature et l'idéalisme du pionnier américain, celui de Natchimbene est un appel à la guerre et à la conquête. Pour ce film historique de Richard Fleischer avec Kirk Douglas, qui raconte les raids vikings au IXe siècle, le compositeur italien s'inspire ouvertement de Wagner et de son usage massif du corps dans l'anneau du Nibelungen. Il utilise un corps massif, presque primitif, pour symboliser la puissance et la bravoure du peuple viking. Le plus fascinant, c'est que ce thème joué au corps est d'abord intradégétique. Un personnage l'utilise comme une alerte pour annoncer le retour des Drakkars. Puis, la musique orchestrale prend le relais, s'élevant au-dessus de l'action pour devenir un véritable hymne guerrier porté par 6 corps à l'unisson.
Le corps peut aussi être l'instrument de la noblesse. Dans Star Wars, le thème de la princesse Leila, interprété magistralement par le corps solo, en est le parfait exemple. John Williams confie cette mélodie douce et lyrique à cet instrument pour donner au personnage une noblesse empreinte de solitude et d'une profonde tristesse. Le choix du corps, souvent associé aux appels de chasse et à l'héroïsme, est ici détourné pour suggérer la solitude et le doute de soi face à des obstacles écrasants. Le corps est joué par David Cripps, alors corniste du LSO, London Symphony Orchestra.
Le thème du Rohan, extrait de la bande originale du Seigneur des Anneaux, les deux tours de Peter Jackson par Howard Shore. Tout comme le thème de Leila, celui de Rohan est empreint d'une noblesse et d'une certaine tristesse. Le cor est ici un personnage secondaire, noyé au sein de l'orchestre et prenant le relais des autres vents. Pour cette trilogie monumentale adaptée de Tolkien, le réalisateur Peter Jackson a collaboré étroitement avec Howard Shore pour créer un univers musical d'une richesse wagnérienne. Les chors majestueux incarnent ici ce peuple de cavaliers fiers mais menacés, dont le royaume est sur le point de succomber aux forces de l'ombre. L'orchestration utilise les cuivres pour représenter la force et le courage. C'est l'appel du cor qui résonne dans les vastes plaines. Un son à la fois puissant et mélancolique qui porte en lui toute l'histoire et le destin d'une civilisation. Tout cela est un peu abstrait. Nous vous avons fait aussi bien que nous pouvions. Passons maintenant au trombone. Pour l'une de ses premières musiques de film et son unique collaboration avec Otto Preminger, le compositeur Elmer Bernstein introduit pour la première fois le jazz au cinéma comme élément dramatique principal dans L'Homme au bras d'or. Le jazz est justifié par le personnage de Frankie Machin, joué par Frank Sinatra, qui est percussionniste et junkie à Chicago. Cette ambiance musicale évoque la vie nocturne et le tourment intérieur du personnage. Des solistes renommés sont invités et le trombone de Milt Bernhardt, un vétéran des big bands, se fait entendre dès le générique réalisé par Saul Bass. Associés aux percussions obsédantes, les cuivres enivrants, trompettes et trombones qui se répondent illustrent parfaitement l'addiction du personnage.
À l'instant, Peter Gunn par Henry Mancini. On reste dans l'ambiance jazz et policière, avec donc le trombone, mais on voit que le trombone se marie très souvent à la trompette. Certains instruments sont beaucoup plus utilisés en soliste, comme la trompette à l'ouverture de ce programme, que d'autres qui sont mélangés aux autres cuivres. Et c'est intéressant de remarquer aussi, dans les 2 derniers extraits, que le trombone est souvent là pour le motif percussif et la trompette par-dessus pour la mélodie. Si le trombone de Bernstein illustrait l'addiction du personnage de Frank Sinatra, celui du Mancini à l'instant pour la série puis le film de Black Edwards est beaucoup plus cool et décontracté. Il définit le personnage de Peter Gunn, un détective privé, séduisant et amateur de jazz. La musique est souvent jouée en direct dans le club où le personnage a ses habitudes, brouillant la frontière entre musique de source diégétique et la musique non diégétique. Cette technique que Mancini avait déjà explorée dans La Soif du mal de Orson Welles ancre le personnage dans son univers et fait de la musique une partie intégrante de son identité. Le trombone peut aussi être synonyme d'action et de grand spectacle. John Williams signe la musique du film catastrophe de John Guillermin, La Tour Infernale, qui relate un incendie au 135e étage d'un gratte-ciel de San Francisco, avec un casting de stars incluant Steve McQueen et Paul Newman. En pleine ascension après l'aventure du Poséidon et tremblement de terre, Williams déploie toute la puissance de l'orchestre symphonique. Les trombones, en particulier, soutiennent l'héroïsme du thème principal, soulignent à la fois le danger dans les scènes d'action et les actes bravoure des pompiers.
Une des variations du fameux thème des Dents de la Mer de Steven Spielberg par John Williams. Ici, ce n'est plus le trombone qui tient le rôle principal, mais le tuba, son cousin le plus grave. Et quel rôle! Avec seulement 2 notes répétées, un simple ostinato joué au tuba, Williams crée l'une des signatures sonores les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma. Ce n'est pas une mélodie, mais un motif rythmique implacable qui incarne la menace invisible et mortelle du requin, une machine à manger ou un moteur. La musique devient l'animal, créant une tension insoutenable à chaque apparition. L'anecdote est célèbre. Lorsque Williams a joué pour la première fois ces 2 notes au piano pour Spielberg, le réalisateur a cru à une blague, s'attendant à quelque chose de plus mélodique. Williams a dû le convaincre que la simplicité était la clé du pouvoir de ce thème. Le tubiste Tommy Johnson, en voyant la partition écrite dans un registre si aigu, a même suggéré qu'elle serait mieux pour un corps. Williams a répondu qu'il voulait que le son soit un peu plus menaçant, d'où cette gravité. Cette intuition lui vaudra un Oscar. Il y en a certains à la boîte qui persistent à penser que ton bilan est globalement positif. Après la menace, la légèreté, avec un instrument plus rare, le bugle, qui a le doigté d'une trompette. Nous voici en France, avec Un éléphant ça trompe énormément, comédie culte d'Yves Robert, sur les mésaventures amoureuses de 4 amis quadragénaires. La célèbre bande originale de Vladimir Cosma comporte un thème mémorable, joué au bugle. Le son particulièrement doux et feutré de cet instrument donne au film son atmosphère à la fois légère et nostalgique. Ce thème est indissociable des rêveries amoureuses du personnage principal, Étienne, joué par Jean Rochefort, et de sa fascination pour la femme en rouge, incarnée par Annie Dupéré. Le bugle devient la voix de sa maladresse touchante et de son romantisme un peu lunaire, contribuant au charme intemporel du film.
La musique de Judas and the Black Messiah de Chaka King en 2021 par Mark Isham. On change radicalement de ton. Si le bugle de Cosma était léger et nostalgique, celui d'Isham, lui-même trompettiste et joueur de bugle de renom, installe une atmosphère tendue, typique d'un film noir. Pour ce biopic sur le militant des Black Panthers Fred Hampton, le compositeur, en collaboration avec le tromboniste Craig Harris, crée un jazz déstructuré et dissonant. Le son plaintif et torturé des cuivres contribue à l'ambiance inquiétante et lancinante du film, reflétant la tension, la peur et la paranoïa vécue par les personnages. Maintenant, un contraste saisissant entre deux visions du futur. D'abord, l'opéra rock post-apocalyptique de Mad Max Fury Road. Pour le retour de son univers culte, le réalisateur George Miller voulait une musique à l'image de son film, une poursuite de 2 heures, brutale, viscérale et sans répit. Il a trouvé le partenaire idéal en la personne du compositeur néerlandais Tom Holkenborg, alias Junkie XL, issu de la scène rock industrielle et électronique. Ensemble, sur 18 mois de collaboration intense, ils ont conçu un véritable opéra rock démentiel. La partition est un assaut sonore, dominé par des centaines de percussions martelées, des guitares électriques hurlantes et des cuivres. D'un côté, des cuivres graves et menaçants incarnent la tyrannie d'Immortan Joe et de ses Warboys. De l'autre, dans des moments clés, ils explosent en envolées héroïques et grandioses pour souligner la rébellion de Furiosia et l'espoir renaissant. C'est une musique qui incarne l'action. Et c'était le thème de Retour vers le futur par Alan Silvestri. Après l'opéra percussif et brutal de Tom Holkenborg, nous avons ici une fanfare orchestrale explosive et optimiste. Les cuivres menés par les corps et les trompettes créent un thème héroïque et intemporel qui incarne l'aventure et l'émerveillement. C'est la quintessence de la musique de film des années 80 à Hollywood, grandiose et inoubliable. Assez répété pour aujourd'hui. Hélène, musique, champagne pour tout le monde, on s'amuse un peu. Et on reste à Hollywood pour conclure ce panorama. Quoi de mieux pour finir qu'un des thèmes les plus héroïques jamais écrits, une véritable incarnation musicale de la puissance des cuivres. C'est ainsi sur cette fanfare iconique de Superman que se termine notre voyage au pays des cuivres. Le thème de John Williams est peut-être l'exemple le plus célèbre de la façon dont les trompettes et les corps peuvent incarner l'héroïsme, l'espoir et la grandeur. Ce thème est devenu si synonyme du personnage qu'il est considéré comme une partie intégrante de son identité
quantité, au même titre que son costume. C'est la preuve ultime du pouvoir de ces instruments. Christopher Reeve, d'ailleurs, quand il reçut une récompense, remercia John Williams pour lui avoir affublé de ce pouvoir. J'espère que ce programme vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur les instruments consacré cette fois-ci aux cordes. D'ici là, d'autres thématiques vous attendent, comme la célébration du centenaire de Georges Delerue. Portez-vous bien et restez à l'écoute sur Cinésique et via les plateformes. Et tout de suite donc, on retrouve John Williams avec un festival de cuivre dans Superman.